Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Marc Mavorat. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Saint-Georges, un producteur qui va nous parler de son parcours, de sa boîte de production et de ses projets qui arrivent qui sont vraiment très intéressants. Comment tu vas, Guillaume? Eh ben ça va, merci pour l'invitation. Et puis vous êtes bien ici là. C'est un beau projet ce que vous avez lancé, bravo. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es rentré dans le monde du cinéma? Alors, je m'appelle Guillaume Saint-Georges, vous l'avez dit, je suis producteur. Alors à la base, je suis marseillais, j'habite à Paris depuis 2012. Et avant de monter à Paris, j'avais lancé une association qui s'appelle l'association Studio Phocéen, qui a été une association spécialisée à l'époque pour diffuser des courts-métrages et des vidéos sur les réseaux, les plateformes. À l'époque, c'était Dailymotion et YouTube. Dailymotion qui existe toujours d'ailleurs. Et on faisait partie de la première vague de, on va dire, de vidéastes, de créateurs sur Internet, et on a fait partie du premier programme pour valoriser les créateurs. Le programme sur Dailymotion, à l'époque, s'appelait Motion Maker. J'ai l'impression d'être un dinosaure en disant ça, mais je vous assure qu'à l'époque, quand on prend un peu de recul, c'était vraiment les premières initiatives pour valoriser la création sur Internet. Et on en faisait partie, on faisait même partie d'une page éditoriale. Il y avait une page qui s'appelait Les meilleurs de Marseille, et tous nos courts-métrages passaient dessus sur Dailymotion. Et on était vachement mis en avant, on était très fiers, très contents, et ça nous a beaucoup encouragés. Et pour nous, à l'époque, c'était l'avenir, et peut-être que là, maintenant, on est dans l'avenir. Comment tu entres dans ce monde-là? Peut-être tu fais des études dans ce milieu-là? Comment tu y arrives? Alors non, moi je suis un autodidacte, je suis un petit peu un meneur d'équipe, et j'ai entraîné avec moi des équipes pour faire des projets, des courts-métrages, et c'est le terrain qui m'a formé. C'est les rencontres. Alors évidemment, il faut être curieux, il faut surtout être très dynamique. Ce que vous faites là, d'ailleurs, c'est très bien. Vous faites plein de choses, et c'est comme ça que vous allez créer des situations qui vont vous permettre de travailler et d'avoir des opportunités. Donc il faut être dynamique, il faut travailler, il faut faire des erreurs sur le terrain. J'ai eu la chance de faire des erreurs au moment où moi, je vivais encore chez mes parents. Donc je vous ai dit, j'étais au lycée, voilà. On pouvait faire des erreurs, on pouvait faire du mauvais travail pour des futurs clients. C'était pas encore trop grave parce que à l'époque, j'avais pas de contraintes financières. Ensuite, après, quand j'ai créé ma structure en 2011, et ben là, à ce moment-là, il fallait en vivre. Et donc, du coup, là, on passait aux choses sérieuses. Et à ce moment-là, il a fallu passer à l'accélérateur. Il fallait accélérer. Et ça tombait bien parce qu'à l'époque, en 2010, c'était un peu la période où les entreprises commençaient à s'intéresser, à communiquer et à financer des contenus vidéo sur les réseaux et Internet. C'est dans cette période-là que l'Internet s'est professionnalisé au niveau de la vidéo. Donc j'ai fait vraiment partie à toutes les étapes. 2007, création de l'association pour répondre aux nouvelles plateformes Dailymotion, YouTube. Et en 2010, la société pour pouvoir répondre aux premières commandes commerciales pour faire des vidéos sur les réseaux pour les entreprises, pour la communication. Donc tu étais un des premiers à faire ça du coup en France? Non, on faisait partie de la première vague. Alors on était nombreux à l'époque, mais j'ai peut-être une longévité, voilà. Une longévité qui a peut-être été assez remarquée, puisque la Bibliothèque nationale de France m'a fait l'honneur de me faire paraître dans une étude parmi les créateurs français les plus consultés sur Internet. J'en étais très fier quand j'ai vu ça. Je crois que cette étude date de 2018-2019, elle a été mise à jour en 2023, mais j'y fais partie, donc je suis vraiment content. Mais ça montre un petit peu le fait que ça c'est un conseil pour tout le monde, quand on persévère, au moins on arrive toujours à se professionnaliser et à concrétiser ses projets. Félicitations pour ça déjà. Ouais, bravo. Non mais attendez, je le dis pour que les gens, pour que les personnes qui m'écoutent se disent, parfois c'est long, mais on finit toujours par arriver quelque part. Des fois on est surpris, parce que c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas qui arrivent et qui nous permettent d'avancer sur des sujets qu'on n'aurait peut-être pas misé au début. Mais en faisant, on trouve des opportunités, on trouve des choses. C'est quand on fait rien qu'il ne se passe rien en général. Qui tente rien à rien. Tout à fait. Et comment te vient l'idée de travailler du coup sur les réseaux sociaux à une période où c'était pas forcément d'actualité, ou que ça commençait à peine? Alors il y avait un truc qui m'avait, alors ça c'est un peu plus technique. À l'époque, alors je vais encore passer pour un dinosaure, mais à l'époque, les personnes qui travaillaient à la télévision travaillaient sur des grosses caméras avec des espèces de cassettes analogiques, voilà. Et quand j'ai fait mes premiers courts-métrages en 2007,
j'avais les premières caméras numériques sur carte SD Full HD. À l'époque, c'était top. Et quand je faisais un film avec ces caméras-là, j'avais une meilleure image en numérique que les grosses caméras des télés. Et là, je voyais les professionnels en télé dire « mais on va mourir ». Donc ça me fait penser au même débat actuellement avec l'IA, l'intelligence artificielle. Donc voilà. Et alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'a fait penser à travailler là-dessus ? En fait, c'était naturel, puisque la télévision était un peu bouchée en termes d'opportunités pour moi. Ce qui n'était pas, c'était ce qui était à défricher, c'était les réseaux sociaux. Et je me suis dit, à mon avis, les entreprises vont s'y intéresser pour communiquer, les médias vont s'y intéresser pour communiquer. D'ailleurs, quand je suis arrivé sur Paris, ce qui était très intéressant, c'est que les radios locales, type Voltage, Ado FM, Latina, je ne sais plus si elles s'appellent encore comme ça, m'ont demandé de filmer leurs interviews importants quand ils recevaient des artistes pour les mettre et développer leurs réseaux sociaux. Après, depuis, il y a eu les caméras automatisées qui m'ont remplacé et tout ça. Mais à la base, entre 2012 et 2015, j'ai eu énormément de travail sur ce type on va dire, un type de vidéo à faire et à livrer aux médias, à des petits médias à Paris, qui étaient en train de faire une transition vers les réseaux sociaux. Quel est le rôle d'un producteur aujourd'hui ? Alors, un producteur fait en sorte que les choses se fassent. Pour moi, un producteur, c'est quelqu'un qui réunit une équipe, qui a un projet, qui le vend, qui le produit. Un producteur ne diffuse pas forcément ce qu'il produit. Ce sont en général les distributeurs, les diffuseurs qui le font. Un producteur produit et vend ce qu'il fait. Et il paye les gens. Il fait en sorte qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Il permet aux créations, aux œuvres, aux projets, aux produits économiques d'exister et d'être vendus. Tu dis que tu as déménagé de Marseille pour aller à Paris, c'était pour ton projet professionnel ? Oui, parce que j'avais un peu tout tenté à Marseille pour grandir. Et c'était à l'époque très difficile. Pour vous dire, j'ai monté une association, on faisait partie des meilleurs de Marseille sur Dailymotion. J'étais animateur sur la chaîne Marseille à l'époque, elle s'appelait comme ça, maintenant c'est BFM Marseille je crois. J'avais fait des chroniques d'ailleurs avec Alexandra Blanc qui est sur Canal et qui fait la météo. Donc à l'époque, elle m'avait recruté sur la chaîne Marseille, donc c'était une belle expérience. J'ai même travaillé sur Radio Gazelle à Marseille, sur Radio Culture Outre-mer, je ne sais pas si ces radios existent encore, mais c'est des expériences fortes, mais qui malheureusement sont arrivées à... Il n'y avait pas assez d'opportunités pour un jeune comme moi, donc j'ai dû monter à Paris. Et même maintenant, on en parlera après, mais maintenant je suis amené à travailler même en dehors de la France et c'est passionnant. C'est un milieu qui a beaucoup de concurrence du coup ? Oui, beaucoup. En fait, les métiers de l'image donnent envie. C'est des métiers qui naturellement sont très exposés. Tout le monde regarde une vidéo, tout le monde regarde une série, tout le monde regarde une émission. Et forcément, on s'imagine beaucoup dans ce métier. Après, ce qu'on s'imagine moins, c'est tous les métiers qu'il y a dedans et où est-ce qu'on peut trouver sa place dans ça. Typiquement, moi, ce que je dis souvent, c'est que les métiers qui sont mal exposés trouvent moins preneurs pour le faire, puisqu'effectivement, à partir du moment où un métier est exposé, tout le monde a envie de le faire. Donc oui, il y a beaucoup de concurrence parce que c'est un métier qui est très vu et mais ça, c'est pas que notre époque, hein, tous les métiers qui sont très exposés ont eu beaucoup de gens qui souhaitaient le faire. Et du coup, il faut se démarquer, il faut avoir de l'avance, il faut, ce que je disais, beaucoup générer de situations pour rencontrer des gens, être très actif, ne pas s'endormir. Voilà, ça c'est la contrainte d'un métier qui peut être passionnant, mais qui aussi, quand il y a beaucoup de concurrence, c'est que c'est un métier intéressant et donc du coup, il faut aussi, se bouger. Quelle est la partie invisible de ton métier que les gens ne voient pas forcément ? L'administratif. Malheureusement, j'ai l'impression que tous les 5 ans, il y a des nouvelles choses à faire avec l'administratif. Oui, nous aussi, on adore. Et puis même, on se demande comment on pourrait déléguer certaines tâches parce qu'elles sont tellement précises à certains moments de l'année et on se dit, mais on va pas embaucher quelqu'un pour faire juste ça. Donc, il faut le faire. Et en plus, quand on est une petite structure, on fait tout. Et dont on se rend pas compte, c'est la polyvalence aussi. Il y a beaucoup de choses à régler, très différentes, surtout dans les petites structures, et on s'occupe un peu de tout. Et ça peut être fatigant. Ça, c'est vraiment un point compliqué, c'est qu'il faut s'occuper de tout sur tous les sujets. Et je dirais même que l'intelligence artificielle nous oblige à nous occuper, parce que ça va faire disparaître des métiers,
ça nous permet de faire plein de choses, mais en même temps on se retrouve dans la même journée à devoir répondre parce qu'il y a une machine qui bosse pour nous, mais elle accélère tout, donc du coup on fait beaucoup plus de choses, et notre cerveau presque a du mal à suivre, tellement il y a possibilité de choses à faire dans une journée. Mais ça c'est intéressant, c'est un autre débat, mais, mais voilà, c'est un peu la partie invisible du métier où il faut penser à tout, oui. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur les producteurs que t'aimes pas entendre? Oh, il y a toujours l'image du producteur qui vit au crochet de ses équipes, qui profite de la situation. Il y a quand même le métier un peu de pouvoir que ça peut laisser entendre. Après, il faut relativiser beaucoup parce que le pouvoir, il ne tient que parce qu'on arrive à vendre des choses. Donc du coup, l'économie se tient, mais le jour où on ne vend plus, L'économie, c'est bah là, en fait, on n'est plus du tout. Le pouvoir, s'en va aussi, et voilà. Donc, une espèce de caricature là-dessus où on se dit ouais, tout va bien. En fait, c'est quand même prendre des risques, être un producteur aussi. Et prendre des risques, effectivement, parfois ça peut aller bien, et parfois ça peut être très compliqué. Il faut bien s'accrocher. Et puis des fois, il faut se dire ah bah tiens, c'est pas grave, là il n'y a pas d'argent, mais on s'en fout, il faut continuer. Et des fois, il faut oublier le fait que ce soit compliqué. Et on peut, avec l'expérience, on arrive même à se dire bon, de toute façon, dans 6 mois, ça ira mieux. Mais sans que ce soit trop rationnel, des fois, on se rassure comme ça. Et je pense que c'est comme une méthode Coué, mais ça marche, hein, parce que des fois c'est dur, des fois ça marche bien. Ça fait combien de temps que tu as ta boîte de production du coup aujourd'hui? Depuis 2011. En production, et depuis 2007 l'association. Mais l'association existe toujours et elle se charge toujours de la distribution. Alors comme vous savez, les monétisations sur les réseaux, c'est compliqué, voilà. Donc c'est des caisses à projets, c'est-à-dire en fait toutes nos chaînes monétisées, on renvoie de l'argent vers cette association, elle est utilisée, et quand on veut faire un nouveau projet sur nos fonds propres, et ben c'est l'association qui se charge de ça. Donc c'est un peu une caisse à projet qui existe, qui est en dehors de la production. L'association ne vend rien, elle encadre des projets artistiques nouveaux, et elle a des revenus grâce à la monétisation des réseaux sociaux. C'est un modèle un peu particulier, je crois que personne ne fait ça, mais je trouve ça bien. Moi, en tout cas, elle survit comme ça, et voilà. Mais je vis de ma boîte de production et pas du tout de l'association, puisque l'association, ça d'ailleurs on pourrait même le couper parce que c'est pas très intéressant, mais l'association, le président ne peut pas être rémunéré par son association, mais par contre je peux choisir des projets à développer. Voilà. Si, c'est intéressant quand même. Ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant. Bon bah tant mieux. Je pensais que c'était de la tambouille mais bon. Mais en tout cas c'est une manière de faire qui est originale, parce qu'en général tout ce qui est distribution, c'est jamais une association qui s'en occupe, mais comme sur le digital et réseau, c'est quand même un peu une économie de 3 bouts de ficelle, le cadre associatif peut être parfois approprié à encadrer un peu ça. Voilà. Est-ce que tu as un moment qui t'a vraiment marqué, un tournage, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Alors, ce qui est marquant, effectivement, c'est quand on participe à des moments très forts, que ce soit dans la vie politique ou dans la vie artistique, qui peuvent marquer. Par exemple, de côtoyer... Ah si, une anecdote que je trouve incroyable. Si, ça y est, en parlant, ça m'est venu. Ça, c'est vraiment incroyable. Pendant 4-5 ans, j'ai fait les coulisses vidéo pour les DVD des Enfoirés. On va dire de 2020-2024 à peu près, ou je crois 2019 à 2024. Et pendant ces années, il y a eu le Covid. Et on s'est retrouvés du coup confinés. Et on était confinés donc avec l'équipe des Enfoirés, tous les artistes. Donc on était enfermés dans un hôtel pendant une semaine, le temps du spectacle. Et après on allait... en fait on n'avait pas le droit de sortir, parce qu'on était testés pas malades. Donc du coup il ne fallait pas être en contact avec l'extérieur. Donc on a été mis dans une bulle avec tous les artistes. Il y avait 40 artistes ultra connus, les plus grands artistes de France de pop. Et on était dans un hôtel, et du coup on a fait la fête pendant quasiment une semaine tous les soirs. Et en journée on allait enregistrer le spectacle, mais le spectacle, il n'y avait pas de public. Donc il faisait un spectacle à vide. C'était lunaire, hein. Franchement c'était lunaire. C'était lunaire. Et le soir, il y avait des artistes, les artistes qu'on connaît, ils faisaient de la guitare ensemble. On aurait dit
on aurait dit un spectacle au coin du feu avec des artistes super connus, des comédiens avec incroyable. J'ai vécu une semaine, c'était hallucinant. Ça m'a marqué. Ça marque. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans ce genre de situation, on dit souvent que les grandes stars ont des égos, mais quand elles sont en équipe, elles sont obligées de composer avec les égos des autres. Donc du coup, tout s'annule. Et ça devient une équipe, vraiment. Et ça, c'est très agréable à voir. Parce que quand un chanteur, il fait un concert, tout pointe vers lui. Mais là, quand on fait un concert d'équipe et que tout le monde, que tous les, en fait, ça fait une notion d'équipe. Et c'est très agréable en réalité d'être dans cet univers où les artistes sont obligés d'être pas au centre de l'attention, mais au centre d'un collectif. Et ça, c'était vraiment une belle expérience. Ça doit être excellent. Ah oui, ouais. Bon, ouais, on a bien rigolé. Ça, j'en doute pas. Pour même vous dire, il y avait un ancien président de la République, parce que sa femme faisait les enfoirés, qui faisait des blagues avec un humoriste, avec Michael Youn et tout ça. Enfin, c'était lunaire. Ah oui. C'est quand je dis que c'était lunaire, c'était... j'ai vu ça, moi j'ai dit je m'en rappellerai toute ma vie. C'était une semaine avec Michael Youn enfermé, je pense que. Ah oui, qui faisait des blagues à tout le monde. Oui, bah. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles avec quel type de client? Alors, très varié. Un client qui a une boîte de finances sur YouTube et qui fait des analyses financières, qui est très suivi, voilà, et puis ça parle un peu de politique et tout ça, et puis il y a des conseils plus précis sur, un truc très sérieux financier. J'ai un autre client qui peut être par exemple dans une fondation médicale pour soigner des malades. J'ai des clients j'ai le groupe Sodial par exemple, c'est le Yoplait Entremont Candia qui me commande des vidéos très régulièrement pour leur communication. Et puis j'ai des clients dans la fiction. Là maintenant c'est assez récent, mais on va en parler après. Je vais pas développer parce que ça c'est une partie qui me tient à cœur et qu'on va développer ensuite. Donc c'est vraiment des univers très très variés, mais le point commun de tout ça, c'est la diffusion sur les réseaux sociaux de formats podcast, clips, vidéos, publicité. Et voilà, ça c'est des formats qui sont diffusés sur les réseaux sociaux sous différentes formes et c'est varié, mais en même temps on garde l'idée d'avoir des spectateurs sur les réseaux qui soient ciblés et à qui on montre du contenu intéressant. On va parler maintenant d'un gros projet qui te tient à cœur, avec un nom un peu compliqué à dire. Imprononçable. Non, pas du tout. Si. C'est très facile. Ça s'appelle du Anjou. Du Anjou. Oui. C'est un nouveau mot, vous le connaissez pas, mais ça va déferler dans les mois et les semaines qui arrivent en France et partout en Europe. Parce que là-bas, ils sont très très chauds. C'est en Chine, ils ont inventé un format de série pour les téléphones qui est feuilletonnant. Et il faut savoir qu'en 2024 et en 2025, le chiffre d'affaires de ces séries sur les applications de téléphone ont dépassé le cinéma traditionnel. Donc c'est énorme et ils sont en avance sur tout le monde. Et ce format là-bas s'appelle du Anjou. Alors je sais qu'actuellement il y a un mot qui s'appelle, on appelle ça microdrama, nanana, enfin je sais pas quoi. Moi j'ai l'impression d'aller à Darty quand j'entends ça, ou je vais réchauffer un micro-ondes. Donc microdrama, voilà, vous pouvez entendre ce mot-là, mais moi je dis que ça s'appelle du Anjou. D'ailleurs c'est eux qui l'ont inventé. C'est les Chinois qui l'ont inventé, donc c'est leur mot, et donc du coup on va appeler ça comme ça. Les mangas, on appelle ça manga, on n'appelle pas ça BD japonaise à l'envers, non, on appelle ça manga. Donc du coup j'appelle ça comme ça. Voilà. Je me suis approprié ce format, et en 2023-2024, on a tourné les premières séries verticales françaises qu'on a réussi à distribuer sur une plateforme chinoise qui s'appelle Stardust TV. La plateforme a déjà été téléchargée 10 millions de fois, elle a déjà été devant Netflix sur Apple, bon, c'était un peu exceptionnel, mais c'est déjà arrivé. Et elle a eu des mois de succès, cette application. Et en fait, c'est une application de série sur téléphone, verticale, avec beaucoup de suspense à la fin des épisodes. Et je crois pouvoir dire, même certains, que nous sommes les premiers Français à avoir exporté notre série française sur une plateforme asiatique. Et ce qui m'a valu d'être invité en Chine. Et là, je ne sais pas quand va sortir la vidéo, mais fin avril, je suis invité en Chine au Global Traffic Conference à Shenzhen.
C'est un endroit où on parle de toutes les activités numériques, de tout ce qui se développe. Et le Duanzhou fait partie des grands thèmes qui sont abordés sur ces jours. C'est comme le salon de l'agriculture, mais pour le numérique. Et donc du coup, je serai là-bas et on va parler de tout ça. Et ça va être très intéressant. C'est pour moi quelque chose d'incroyable de pouvoir participer à quelque chose d'international. Comme ça, à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être diffusé, je ne fais pas les choses dans l'ordre, mais avant d'être diffusé sur une plateforme chinoise, on avait diffusé ça sur Facebook, sur ma page, parce que je suis acteur dedans, il se trouve. Et on avait fait 400 000 et 300 000 vues par vidéo, ce qui était beaucoup parce que mon compte était complètement confidentiel. Donc du coup, on a lancé ça et ça a marché fort et ça nous a donné envie de continuer. On était en 2023. Et la série s'appelle Les aventures avec ma voisine et je pense qu'elle fera date parce qu'en Europe je crois que c'est la première à être exportée en Asie et vu ce qui arrive ça va être quelque chose de fort. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est comme pendant des mois et des mois j'étais seul à dire attention ça va arriver, j'ai eu le temps de voir venir les choses et j'ai créé un média qui s'appelle Duanzhou.news où on traite de l'actualité du sujet un peu industriel, qui fait quoi. Avant, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais maintenant, il y a Google qui s'y met, il y a Netflix, il y a les studios qui rachètent des applications et tout ça, donc il se passe plein de choses, c'est très intéressant. Et j'ai aussi acheté une trentaine de noms de domaines, duanzhou.fr, .espagne, .japon, .tout, voilà, donc on peut faire... et on commence à doubler nos séries, un petit peu dans tous les pays concernés. Et là, actuellement, je suis en discussion avec une grosse société de production française qui aimerait faire du Duanzhou avec des stars de la télé-réalité parce qu'elle livre ses émissions pour des grandes chaînes et elle voudrait faire en marge du tournage une série Duanzhou avec des candidats qui ont plusieurs millions d'abonnés. Et là, ce sera pour la France une grosse avancée, peut-être pas artistique encore, mais en tout cas d'un point de vue notoriété, ce sera quelque chose de fort. Est-ce que c'est les petits épisodes du coup qu'on peut voir sur TikTok beaucoup? Oui, parce que TikTok commence à produire aussi. Voilà. Donc on le voit souvent sur TikTok et en fait ça nous force avec le suspense et tout ça à regarder l'épisode suivant. Oui, c'est ça. En fait, c'est en réalité, c'est nouveau et en même temps ça l'est pas parce que ça existait même dans la bande dessinée. On parlait des mangas tout à l'heure, mais par exemple Astérix dans les années 50, les premiers épisodes, enfin les premiers albums, étaient composés d'une page dans le magazine Pilote, et à la fin de la page, il y avait marqué à suivre. Et on devait acheter le magazine de la semaine d'après. Donc en fait, en réalité, c'est un format qui existe, et eux, ils ont inventé la web-série qui marche sur les applications de téléphone. Et les Chinois ont réussi à rendre ça rentable. Voilà, c'est la première fois, moi qui ai parlé de Dailymotion, de la création de fiction sur les réseaux, les web-séries, c'est la première fois qu'on a un modèle solide pour produire et diffuser de la web-série, si on peut appeler ça comme ça. Tu nous as également fait part en off d'un second projet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, ça aussi? Alors, oui, ça s'appelle Sous le ciel. Et on a développé avec Fernando, un Brésilien qui est amoureux de Paris, Sous le ciel de Paris sur Facebook. Et ça fait quelques années qu'il a développé la page. Et là, on est arrivé à une accélération. Il réunit 400 000 personnes sur Facebook. Et on a lancé des vidéos avec ma narration qui traite de sujets poétiques, qui rappellent l'ancien temps, avec élégance et tout ça. Et on arrive en un trimestre, là, le premier trimestre de 2026, on a fait 6 millions de vues sur les vidéos, quasiment entre 100 000 et 900 000 par vidéo qu'on a diffusé. Et ça commence à prendre aussi sur YouTube. Donc en réalité, on va créer un univers un peu old school, vintage, sur les villes de France. On a commencé avec Marseille, ça commence à prendre aussi. On a noué un premier partenariat avec la famille Pagnol pour mettre en valeur un peu l'imagerie de Pagnol et ses écrits, avec l'intelligence artificielle qui nous permet de recréer des ambiances de l'ancien temps. Et c'est un projet passionnant parce que le public est extrêmement réactif. Ça, alors il faut se dire, c'est un public plus ancien, c'est les plus de 50 ans en général qui sont visés par ces vidéos, mais c'est extrêmement émouvant ce qu'ils laissent comme commentaire. Oh, ça me rappelle ça, de mon temps c'était ça. Je vous parlais un peu avec nostalgie de Dailymotion à ses départs, et bien là c'est la même chose mais pour les villes. Et c'est vraiment touchant. Et par exemple sur Facebook on a des vidéos qui ont 20 000 likes, 1500 partages, 2000 partages, enfin c'est incroyable l'impact qu'a ces vidéos, et on a l'impression de faire du bien avec ces vidéos, c'est à dire que les gens nous remercient en fait, merci de nous faire passer du bon temps, voilà. Donc
il y a un autre projet aussi qui me tient à cœur et que je fais avec quelqu'un que tu connais bien, parce que c'est ton père. Ouais. Et du coup, depuis, on va dire, 2019-2020, on a lancé la chaîne YouTube du Major Gérald sur YouTube. Et aussi d'autres réseaux à côté qu'il tient. Et on a fait de nombreux tournages. Et même avec ton grand-père dans le sud-ouest. Et on a fait beaucoup de tournages il y a quelques années et on a développé cette chaîne. Et aujourd'hui, on diffuse surtout des shorts et des réels de ses entraînements. Mais il y a eu une période où, avec ton père, on faisait quasiment un tournage par mois, mais gros tournage, c'est-à-dire on partait un week-end ou 3 jours et on enchaînait plein de vidéos, plein d'émissions avec des sportifs, avec des centres, avec des institutions. C'était vraiment 2 années formidables de lancement de la chaîne du Major Gérald. Mais on va continuer et on essaye, là j'ai des rendez-vous par exemple avec Karaté Bushido, oui, pour essayer de créer des connexions sérieuses avec la chaîne YouTube, les réseaux sociaux de ton père et les médias qui peuvent aider à développer des projets audiovisuels. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur, d'autant qu'avec Gérald, ton père, on se connaît depuis 2010. On s'était rencontrés... là, j'ai une anecdote aussi. Quand j'ai rencontré ton père en 2010, on était à Aubagne. À l'époque, j'habitais à Marseille, du coup, j'étais pas encore monté à Paris. On avait fait un film de guerre sur l'île du Frioul. D'ailleurs, anecdote, il y avait un bunker sur l'île du Frioul. Après notre passage et après notre court-métrage, ils l'ont muré. Et quand ils ont vu le bordel qu'on avait foutu avec... Parce qu'à l'époque, on était libre. Hein. Quand je dis qu'on était libre, c'est qu'on partait sans avoir prévenu la préfecture, rien. On partait avec des Zodiacs, avec des gens habillés de la tête aux pieds en militaire. On débarquait sur l'île, on faisait des plans et tout ça. C'était magnifique. Dommage, à l'époque, il n'y avait pas encore de drone et tout ça. On aurait pu faire des choses formidables. Et on faisait des courts-métrages. Je rencontre ton père qui avait déjà des velléités un peu de faire des vidéos et de faire la communication de la Légion et aussi d'être dans cet univers-là. On se rencontre et là, dans le bar, je vois ton père débouler. Il arrive comme ça, il s'assoit et là, direct, il me dit « Guillaume, je peux te faire une scène de combat là, dans le bar là. Si tu me dis, déjà, par exemple, direct, alors, il y a un mec qui rentre, je lui casse le bras, je mets sur la tête et tout ça. Moi, je regarde le Major Gérald, du coup, je dis, ah ouais, moi, mon grand-père était légionnaire, donc j'avais un peu ça. Mais je dis, là, on voyait quelqu'un qui avait fait 20 ans d'opération et qui était encore dans cette énergie-là. Et ce qui s'est passé, ton père, en étant à Aubagne, il a appris un peu à fréquenter la vie civile. Et c'est ça son succès. Il a réussi à être audible pour le grand public et en même temps en faisant partie de ce qui est un peu moins audible, c'est-à-dire l'armée de terrain qui s'exprime jamais, qui est silencieuse, qui fait ce qu'on lui dit. Et en fait, en étant à Aubagne, il a progressivement et en fréquentant un peu la vie civile plus calme, il a rencontré ces 2 mondes et en 2017, il a explosé quand il a fait des vidéos pour le grand public avec des chaînes YouTube et ensuite le succès qu'on connaît. Et c'est marrant d'avoir ce sas de décompression d'un personnage quand j'ai rencontré ton père qui était vraiment dans son truc et qui au fur et à mesure s'est ouvert au grand public pour être audible, parce que le problème c'est que si personne comprend ce qu'il veut dire ou si on le trouve trop fou et tout ça, ça va pas coller. Mais là il s'est dirigé vers une direction qui était logique avec son succès qui arrivait après. Donc ça c'est ma petite analyse. Du coup c'est une anecdote de trajectoire avec Gérald qui est intéressante et donc du coup je suis content il est fidèle en amitié, ça c'est une belle valeur déjà qui est défendu à la Légion et lui il en est le bon représentant parce que depuis 2010 je savais quasiment, même quand on tournait pas beaucoup ensemble avant parce qu'on faisait des courts-métrages mais on tournait pas beaucoup, j'avais toujours un appel par an, c'était ton père qui me disait comment vas-tu et tout ça, il prenait des nouvelles, j'étais très touché par ça. À Paris en tout cas ça dénote, et ça marque. La superficialité, elle n'est pas dans ce genre de rapport qu'on peut avoir, par exemple, avec ton père. On peut te souhaiter quoi pour la suite ? Que tout le monde sache que c'est un duan de joue. Très bien. Comment on te suit ? Facebook, là vous verrez mes vidéos vintage. Qui marche beaucoup, et Instagram où je mets un peu de tout, et LinkedIn pour les opérations plus professionnelles, pour toutes les actualités un peu plus
professionnel, les actualités médias, les partenariats. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu, ça nous a fait très plaisir de te recevoir. Merci à vous. Hein. Et continuez, hein. Vous allez cartonner. Hein. Moi j'ai vu les invités que vous avez déjà, c'est super, hein. Bravo. Hein. Merci beaucoup. Vous vous démenez bien, c'est bien, super. Ça va forcément cartonner. Si ça n'est pas déjà, parce que moi j'ai vu des vidéos qui ont bien marché. Hein. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, commentez, activez la petite cloche. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.